Bonjour les premières, me voici avec une nouvelle vidéo de mécanique, mais cette fois sous un autre angle. Nous allons traiter la mécanique sous un angle énergétique et nous allons donc parler des différentes sortes d'énergie en mécanique. Alors ce chapitre va être assez fourni en termes de nouvelles formules, mais j'ai fait le choix de regrouper les deux chapitres de mécanique sur l'énergie de votre livre en un seul. Donc je vous laisserai le temps d'ingurgiter tout ça et de faire les exercices sous forme de 2 TD que je vous donnerai à intervalles de temps d'une semaine environ pour que vous ayez bien le temps d'appréhender toutes ces nouvelles choses. Alors, voyons dans un premier temps le travail d'une force constante. Avant de parler d'énergie, parlons du travail d'une force constante. Alors voici la situation, soit une force F constante inclinée d'un angle alpha par rapport au déplacement AB. Alors, une force constante, vous remarquez que c'est le vecteur force qui est constant. À ce moment-là, nous avons même direction, même sens et même norme pour le vecteur F tout le long du trajet AB. C'est-à-dire que je pourrais reproduire ici le vecteur F avec même sens, même direction et même norme. À ce moment-là, le travail W d'une force constante F sur un déplacement AB, donc le travail se note grand W, c'est le produit scalaire de la force F par le déplacement AB. Le travail s'exprime en joules, grand J. Alors peut-être que vous n'avez pas l'habitude ou que vous ne connaissez pas encore ce que c'est que le produit scalaire de deux vecteurs. On va simplifier les choses pour que vous puissiez faire les calculs. Donc, travail sur le déplacement AB de la force F égale vecteur F scalaire vecteur AB. Donc scalaire, mathématiquement, son symbole c'est un point entre les deux vecteurs. On peut simplifier ce produit scalaire par le calcul norme de F, exprimée en newton, multiplié par norme du vecteur AB, donc qui est la distance en mètres, fois cosinus entre les deux vecteurs, cosinus alpha exprimé en degrés. Attention, pas en radians, en degrés. Et à ce moment-là, on aura le travail exprimé en joules, J. Donc ça, c'est la formule de référence qu'il faut connaître pour calculer le travail d'une force. Trois situations peuvent se poser à nous, en fonction de la valeur de cet angle alpha. Première situation, si alpha est compris entre 0 et 90 degrés. Deuxième situation, si alpha est égal à 90 degrés. Et troisième situation, si alpha est compris entre 90 degrés et 180 degrés. Alors dans la première situation, on voit que cos alpha est supérieur à 0. Puisque alpha compris entre 0 et 90, il suffit que vous fassiez votre cercle trigonométrique pour vous rendre compte que entre 0 et 90 degrés, cos alpha est compris entre 0 et 1. Donc il est effectivement positif. D'après la formule précédente, à ce moment-là, le travail est lui aussi positif, puisque norme de F, norme de AB, c'est positif, fois cos alpha qui est positif, on a un travail globalement positif de F sur le déplacement AB. Cela signifie que la force favorise le déplacement. On dit que le travail est moteur. On remarque de toute façon ici, on se doute bien que si la force va dans ce sens, on imagine que je tire sur quelque chose ici et que je déplace un objet de A vers B, on se doute que ma force ici va favoriser le déplacement, va aider au déplacement. Donc c'est un travail moteur. Si maintenant alpha égale 90, eh bien cos alpha égale 0. Et à ce moment-là, le travail de la force F sur le déplacement AB est égal à 0. À ce moment-là, on dit que la force n'a aucun effet sur le déplacement et que le travail est nul. Si je veux déplacer un objet qui se situerait ici d'un point A vers un point B en exerçant une force vers le haut, perpendiculaire au déplacement, je n'arriverai jamais à l'emmener jusqu'ici, avec cette seule force-là. Donc, le travail de cette force est nul. Maintenant, si l'angle entre les deux
est supérieur à 90 degrés, donc entre 90 et 180 degrés, cos alpha est compris entre moins 1 et 0, donc est inférieur à 0. Le travail est alors négatif. La force s'oppose au déplacement. On voit que la force ici va empêcher, va gêner le déplacement de A vers B, puisqu'on va dans l'autre sens. On dit que le travail est résistant. Donc 3 situations au niveau du travail: un travail moteur, un travail nul ou un travail résistant. Deux autres définitions. On dit qu'une force est conservative si son travail ne dépend pas du chemin suivi. Il ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Ici, le point A et le point B. Pour une force souvent constante. Alors, je vous épargne la démonstration mathématique qui utilise la relation de Schall. Ce n'est pas très compliqué à démontrer, mais vous allez admettre simplement que quand la force est conservative, c'est parce que son travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc je peux partir du point A pour aller au point B, peu importe le chemin, 1, 2, ou même si j'en faisais un troisième, un quatrième, etc. Puisque cette force est conservative, son travail ne dépend pas du chemin. Donc le travail sera toujours le même. On dit aussi qu'une force est non conservative, du coup, si son travail ne dépend pas du chemin suivi. On voit ici que la force n'est pas constante. Elle change de sens et de direction. Pas forcément de norme, mais de sens et de direction. À ce moment-là, la relation de Schall, dans la démonstration, est plus compliquée à utiliser. Et on remarque qu'à ce moment-là, le travail sur le chemin 1 n'est pas le même que le travail de la force sur le chemin 2. C'est souvent le cas des forces de contact. En général, une force de contact, une force de frottement, une force de traction sont des forces non conservatives. Donc, une force conservative, quand le travail ne dépend pas du chemin suivi. Une force est non conservative quand son travail dépend du chemin suivi. Prenons maintenant l'exemple du travail du poids, P, sur cet exemple que je vous propose. Alors la situation est celle-ci. Nous avons un objet initialement au point A, à l'altitude ZA, avec un axe OZ orienté positivement vers le haut. Cet objet A est soumis uniquement à son poids, P, et va aller du point A vers le point B en suivant le chemin AB indiqué ici, incliné d'un angle alpha par rapport au poids. Et arrivé au point B, cet objet se situera à l'altitude ZB. Il y a une hauteur h entre le point A et le point B. Alors effectuons la démonstration. Je reprends la définition du travail d'une force. Le travail du poids sur la distance AB est égal à vecteur poids scalaire vecteur AB. Ou encore, norme du poids fois distance AB fois cosinus alpha. Géométriquement, cosinus alpha est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, l'angle est ici. L'adjacent, c'est bien ce côté-là, donc AC, divisé par l'hypoténuse, AB. Donc, cos alpha égale AC sur AB. Je réintègre cette expression à la place de cos alpha dans le calcul du travail, ce qui me donne que le travail est égal à P fois AB fois AC sur AB. Je vois bien que je peux simplifier ici par AB. Il va me rester P fois AC. Et AC, c'est ZA moins ZB. Et le poids, P, c'est mg. Il me reste donc que le travail du poids est égal à m fois g fois ZA moins ZB.
Et ZA moins ZB, je peux aussi l'écrire H. Le travail du poids est égal à M fois G fois H. Et ce sera toujours le cas. Dans cette situation, le travail du poids est positif et donc le poids est moteur lors de la descente de l'objet. Forcément, quand on tombe ou quand on laisse tomber un objet même s'il y a une pente, le poids va aider au mouvement, le poids va aider à faire descendre vers la terre. Donc on a bien le travail du poids, M fois G fois H. Attention à l'orientation de l'axe. Si l'axe est orienté vers le haut ou vers le bas, ici on aura une différence, moins MGH. Ou alors, si la trajectoire est en montée, donc si j'intervertis le point A et le point B, alors le travail du poids ne sera plus moteur, mais il sera résistant. Lors d'une montée, le poids empêche le mouvement. Et donc, le travail du poids sera moins M fois G fois H. Donc, il faut toujours faire attention à la fois au mouvement, si c'est une descente ou une montée, et à la fois à l'orientation de l'axe. Très souvent, il est orienté verticalement vers le haut. Mais il se peut qu'il soit orienté vers le bas. Donc, on fait attention à tout ça, et on trouve de toute façon que le travail du poids, c'est toujours M fois G fois H ou moins M fois G fois H. Une autre situation, par exemple ici, on va imaginer un skieur, représenté par ce point M, qui va du point A vers le point B, soumis donc à trois forces, son poids, P, la réaction normale du support, Rn, et des forces de frottement entre les skis et la piste, qu'on notera F. Le travail de chacune de ces forces. On remarque que Rn, la réaction normale, est perpendiculaire à la trajectoire AB. Donc l'angle alpha entre les deux, c'est 90. Le travail de la réaction du support est nul. Le travail des forces de frottement. On remarque que entre mon vecteur AB orienté ici de gauche à droite et le vecteur petit f orienté de droite à gauche, on a un angle de 180 degrés. Donc cos alpha égale moins 1. Et à ce moment-là, le travail des forces de frottement, c'est moins F fois AB. Et là, on a un travail résistant. Les frottements s'opposent au mouvement, empêchent le mouvement de bien s'effectuer. Et le dernier, le travail du poids qu'on vient de démontrer. Ici, c'est une descente. Donc le travail est moteur. Donc on a un travail du poids qui est égal à M fois G fois H. Voilà pour ce qu'on appelle le travail d'une force constante. Passons maintenant à la première énergie que vous avez normalement déjà vue au collège, l'énergie cinétique. L'énergie cinétique d'un système dépend à la fois de la vitesse du système et de sa masse. On la note EC et son unité, comme toute énergie, est le joule. Sa formule, EC égale 1/2 fois m fois la vitesse au carré. Avec l'énergie cinétique en joules, la masse en kilogrammes et attention, la vitesse toujours en mètres par seconde. Donc il faudra éventuellement faire des conversions si besoin. Donc une autre formule à bien connaître, EC égale 1/2 de mv carré. L'énergie cinétique nous emmène vers le théorème de l'énergie cinétique qui nous dit que la variation de l'énergie cinétique d'un système au cours d'un déplacement d'un point A vers un point B est égale à la somme des travaux des forces appliquées au système au cours de ce déplacement. Mathématiquement, cela me donne delta EC, donc variation de l'énergie cinétique, est égal à EC final moins EC initial, forcément, puisque c'est la différence, la variation d'énergie cinétique entre un instant initial et un instant final, et c'est égal à la somme des travaux de toutes les forces qui s'appliquent sur le système pendant le déplacement.
Donc, nouvelle formule à connaître, le théorème de l'énergie cinétique. Alors, une force dont le travail est moteur aura pour effet d'augmenter la vitesse du système. On le voit en étudiant simplement la formule que je vous ai donnée précédemment sur l'énergie cinétique. On voit bien que la vitesse va augmenter si la force aide au déplacement. Si la force a un travail résistant, à ce moment-là, elle va avoir pour effet de diminuer la vitesse du système. Par contre, si la force a un travail nul, elle n'aura aucun effet sur la vitesse du système. Tout ça, on le sait en décortiquant un petit peu la formule du théorème de l'énergie cinétique. Alors, deuxième énergie importante en mécanique, l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur, notée EPP, potentiel pesanteur, d'un système est l'énergie qu'il possède du fait de sa distance à la Terre, donc autrement dit du fait de son altitude. Elle est toujours définie par rapport à une référence que l'on choisit à l'altitude que l'on veut et qui nous est utile pour l'exercice ou pour la situation qu'on est en train d'étudier. Alors voilà un exemple de schéma. On a choisi une référence, par exemple au niveau du sol ou au niveau de la surface d'une table, peu importe. En tout cas, notre référence est choisie ici à 0 et on a notre objet qui est à l'altitude Z. À ce moment-là, l'énergie potentielle de pesanteur est égale à m fois g fois z. L'énergie potentielle de pesanteur étant donnée en joules, la masse du système en kilogrammes, g, l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Alors, à la surface de la Terre, en général, on prend 9,8 newton par kilogramme. Et z, l'altitude à laquelle se situe le système, donné en mètres. Alors attention, cette énergie potentielle de pesanteur dépend aussi de l'orientation de l'axe OZ. Là, EPP égale plus MGZ, puisque OZ est orienté vers le haut, mais si OZ était orienté vers le bas, à ce moment-là, EPP égale moins MGZ, puisque l'axe est orienté dans l'autre sens, vers le bas, ce qui n'est pas le sens commun, donc c'est moins MGZ. Donc ça, il faut toujours faire attention à l'orientation des axes quand on étudie une situation en mécanique. Et on peut remarquer une chose aussi, c'est que la variation d'énergie potentielle de pesanteur est égale à l'opposé du travail du poids qu'on a démontré dans une diapositive précédente. Donc delta EPP, la variation d'énergie potentielle, est égale à moins le travail du poids. Voyons maintenant la dernière énergie qu'on appelle l'énergie mécanique, qui va en fait regrouper l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur, puisque l'énergie mécanique, EM, est la somme de l'énergie cinétique EC et de l'énergie potentielle de pesanteur, EPP. EM égale EC plus EPP. Ce qui nous amène au théorème de l'énergie mécanique. La variation d'énergie mécanique d'un système est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Donc on note ceci sous cette forme. Variation d'énergie mécanique, delta EM, est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Par exemple, le poids est une force conservative, puisque le poids garde toujours même direction, même sens et même valeur lors d'un mouvement. À ce moment-là, le travail du poids n'est pas pris en compte ici, puisque ce n'est pas une force non conservative. S'il y a des frottements, on va utiliser la force de frottement par contre. Donc, deux possibilités. Si le système n'est soumis à aucune force non conservative, ce qui est en général le cas quand on a un système soumis uniquement à son poids. À ce moment-là, dans l'énoncé, on nous précise qu'il ne subit pas de frottement. Donc, un système uniquement soumis à son poids,
n'est pas soumis à des forces non conservatives. Donc s'il n'y en a pas, à ce moment-là, delta EM égale 0. Et dans ce cas, l'énergie mécanique se conserve. On verra dans une diapositive plus loin ce que ça implique. C'est une situation assez intéressante. Si le système est soumis à des forces non conservatives, avec ici deux belles fautes en écrivant vite des forces non conservatives, le copier-coller n'a pas que du bon, ce qui est en général le cas lorsque le système subit des frottements. Et à ce moment-là, delta EM est différent de 0 et il y a variation d'énergie mécanique. Alors si delta EM égale 0, donc si le système n'est soumis qu'à son poids, alors on peut écrire que delta EC plus delta EPP égale 0. J'ai simplement remplacé delta EM par delta EC plus delta EPP, puisque l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, delta EC égale moins delta EPP. Ce qui signifie que, dans ce cas, l'énergie cinétique se transforme uniquement en énergie potentielle de pesanteur au cours du mouvement, et inversement. En fait, il y a dans ce cas-là un transfert d'énergie entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur, ce qui me donne ce graphe, l'énergie mécanique étant constante à chaque instant. C'est à chaque fois l'addition de EC plus EPP en chaque point. Et si EM égale constante, alors EC se transforme en EPP et inversement. Maintenant, si delta EM est inférieur à 0, alors il y a diminution de l'énergie mécanique par dissipation d'énergie. Là, on perd de l'énergie. Et souvent, la perte d'énergie se fait sous forme thermique à cause des frottements. Si delta EM est positif, il y a augmentation de l'énergie mécanique par gain d'énergie. Et on peut avoir ce type de graphe si l'énergie mécanique diminue au cours du temps. À ce moment-là, il y a, alors si je pouvais tracer ici une horizontale pour montrer la valeur de l'énergie mécanique maximum au départ, la différence entre l'énergie mécanique de départ et l'énergie mécanique à un instant t est égale à l'énergie thermique qui a été perdue. Et à ce moment-là, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle ne se compensent pas complètement. Alors voyons ça sur un exemple concret. J'ai ici un skater de masse m que je place en haut d'une rampe. On remarque qu'en haut de la rampe, il a une énergie potentielle maximum. Je le laisse descendre sans frottement, sans friction ici, et on voit que l'énergie potentielle et l'énergie cinétique se transfèrent l'une à l'autre en conservant une énergie totale constante. Cela signifierait donc que, dans ce cas-là, le mouvement serait perpétuel. Alors, c'est impossible sur la Terre, puisqu'il y a toujours des frottements, que ce soit les frottements de l'air ou les frottements dus, ici, au skateboard sur la rampe. Mais sans les frottements, le mouvement serait perpétuel. Je mets un petit peu de frottement. Regardons ce qui se passe ici. Mais on voit qu'il y a encore transfert d'énergie cinétique à énergie potentielle, sauf que apparaît une énergie thermique due au frottement, et on remarque que le skater monte de moins en moins haut, donc l'énergie potentielle est de plus en plus faible, et donc sa vitesse diminue au fur et à mesure du temps. À ce moment-là, l'énergie totale, c'est énergie cinétique plus énergie potentielle plus énergie thermique. Et dans ce cas-là, le skater finit par s'arrêter. Si maintenant je mets de forts frottements, je place le skater en haut de la rampe, avec une énergie potentielle maximum, l'énergie thermique augmente beaucoup plus vite puisqu'il y a beaucoup de frottements, la hauteur, l'altitude diminue, ainsi que la vitesse, et il s'arrêtera
beaucoup plus vite. Alors, dans la vie de tous les jours, le théorème de l'énergie mécanique est difficilement applicable puisque on a toujours, comme je vous le disais, des frottements, que ce soit les frottements du fluide, donc de l'air, de l'eau, ou les frottements au sol, à part sur la glace, où là on limite les frottements, mais sinon, des frottements, il y en a toujours. Sinon, si on appliquait le théorème de l'énergie mécanique de manière bête et méchante, imaginez-vous en haut d'une tour de 10 mètres de haut, par exemple, et vous prenez une balle. À cette altitude, dans votre main, elle a une certaine énergie potentielle de pesanteur. Vous lâchez cette balle. Au fur et à mesure de sa chute, elle perd de l'altitude, mais elle gagne de la vitesse. Arrivée au sol, l'altitude est égale à 0, et donc l'énergie potentielle est égale à 0, et la vitesse est maximale, donc l'énergie cinétique est maximum. Si on considère que l'énergie mécanique est constante, donc il n'y a pas de perte d'énergie thermique, à ce moment-là, la balle va remonter. Mais elle va remonter jusqu'où si on néglige tout frottement? Eh bien, en théorie, elle reviendrait dans votre main, et de manière perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrêterait jamais. Vous vous rendez bien compte que c'est impossible, donc que des frottements, il y en a non seulement au sol, mais aussi à cause de l'air qui est présent. Il faudrait se trouver dans un vide parfait pour pouvoir avoir un mouvement perpétuel. Je vous mets ici le lien si vous voulez aller voir, tester vous-même cette petite animation. Et maintenant, c'est à vous de jouer. C'est parti pour le TDP6 qui, comme je vous l'ai dit, est en deux parties. Je vous donne dans un premier temps la partie sur l'énergie cinétique et le travail des forces constantes. Et vous aurez, la semaine prochaine, le deuxième TD. Bon courage à vous et à bientôt.